les étoiles se souviennent de tout. Là-dedans, il y a Margot qui partait avec deux juifs à Alger, il y a Ithri, il y a Matril, il y a Ben Rabrit, le recteur de la mosquée de Paris. Tout ce beau monde qui était là pour sauver des enfants juifs des mains des nazis. Celui qui a écrit ce livre, il s'appelle Youssef Zilem. Je vous demanderai d'applaudir. Merci Mohamed, merci de m'accueillir une nouvelle fois donc, chez Tafakka. Azul Flawen, bonjour tout le monde, merci d'être là, ça me fait plaisir de dialoguer avec vous, de discuter avec vous, de vous écouter aussi. Je parlerai, je dirai un mot ou quelques mots sur mon nouveau roman, Les étoiles se souviennent de tout, mais je vous écouterai aussi et je répondrai, si je le peux, à vos questions. Et donc, Les étoiles se souviennent de tout, c'est un roman, mais c'est un roman qui raconte une histoire véridique. C'est une histoire véridique, mais qui est encore aujourd'hui cachée pour plusieurs raisons. Et donc, le mérite revient à un écrivain et à un cinéaste qui s'appelle Derib El-Khani, qui est toujours vivant. Et c'est lui le premier qui va mettre au grand jour, qui va révéler cette histoire de résistant kabyle. Lui, il l'a fait parce que son propre père était communiste, il était un peu donc dans cette lutte-là. Et en partant donc sur les traces de son père, il a trouvé beaucoup de choses. Et il a fait un film qui est passé sur France 3 en 1991. Mais depuis, c'est absolument presque un silence total sur ce sujet. Et donc moi, j'ai connu Derib El-Khani. Et je me suis dit... pourquoi ne pas revenir sur cette histoire, en tout cas d'une manière romancée. Donc j'ai inventé des personnages, mais je me suis plongé aussi dans cette période historique. Je vous avoue que j'ai lu une 50aine de livres d'histoire sur cette période, pour être un peu dans le vrai. C'est un roman, je peux laisser mon imagination divaguer, mais je me suis dit, il faut rester quand même dans le vraisemblable. Donc je décris par exemple... dans le détail, le Paris de l'occupation. Ce Paris-là où il n'y avait pas vraiment à manger pour tout le monde, où les gens étaient obligés de circuler à vélo, où les grands édifices de la capitale parisienne étaient occupés par les nazis. Voilà, donc toute cette ambiance-là. Et puis donc, je raconte aussi les Kabyles qui arrivent à Paris, qui sont dans leur quasi-majorité assez misérables, on va dire les mots comme ça, hein, de conditions modestes, ils survivent, même s'il y a eu d'autres qui, avec le temps, parce que l'immigration kabyle dans la région parisienne a ses origines dans le temps vers les années 1900, hein, déjà... on va dire en 1904, il y avait en France plus de 6000 Kabyles. Ils étaient soit à Marseille, soit à Paris, soit dans les mines du Nord. Et donc, ces Kabyles-là ont réussi quand même, pour beaucoup d'entre eux, à faire quelques études, à s'acclimater, et certains même ont eu l'audace. Et donc, grâce à leur solidarité, généralement c'est une solidarité familiale, ils ont réussi à acheter des cafés, à acheter des hôtels. Ça, on ne le dit pas souvent, mais beaucoup de Kabyles avaient dans le centre de Paris des établissements déjà à cette époque-là. Donc, je raconte un peu cette époque, mais il y a des personnages dans le livre. Et donc il y a un personnage principal qui s'appelle Ithri, et en langue kabyle, Ithri ça veut dire étoile, qui a une compagne française, Mathilde, dont il est amoureux. Et donc ils vivent ensemble, et quand commencent les rafles, bien avant la grande rafle de juillet 1942,
Ils accueillent chez eux 2 enfants. Donc Sarah et David, ce sont bien sûr des enfants juifs dont les parents ont été enlevés. À cette époque-là, ce n'était pas la grande rafle, mais on commençait déjà à prendre les juifs. Et donc ils les accueillent comme leurs propres enfants. Et Ithri, connaissant un peu les résistants kabyles, va assister donc à la fameuse réunion dans un café de Paris, dans les sous-sols d'un café de Paris, où les résistants kabyles, pour ne pas être dénoncés, vont écrire un tract en langue kabyle. Et ce tract, encore une fois, c'est Deri Berkani qui va le retrouver. Et c'est un tract qui est très émouvant, hein, parce que au-delà de toutes ces histoires, c'est un humanisme extraordinaire, hein, que ces résistants kabyles vont s'approprier. Il dit quoi, ce tract? Eh bien, on peut le lire, le tract. Ouais. Hein, on peut le lire, le tract. Alors, c'est 46, c'est en page 46. Bah, 46. Oui, je vais vous lire le tract. Vas-y. Alors, je vais vous lire d'abord le tract en langue kabyle. Il est transcrit en langue kabyle dans le livre. Hein, et puis, je lirai la traduction. Ammarashna idlian dil fjar hafsan udayin nbariya. إمغارين أم ثلاوين أم الراش ذي الغربة أم نكونيا ذات ماثننا الراش نسن أم الراشنا ما إلا يون يوفا يون وقشيش النير إلى أسيف كنصيف أثي الصبار أتعدي المحنا أي رجاز نتمورث وليش ذا مقرع. Voilà le tract écrit par ces résistants kabyles donc en 1942. Et je lis donc la traduction en langue française. Comme nos enfants, hier à l'aube, les Juifs de Paris ont été arrêtés. Les vieillards, les femmes comme les enfants, en exil comme nous, ouvriers comme nous, ce sont nos frères. Et leurs enfants sont nos enfants. Si quelqu'un d'entre vous rencontre un de ces enfants, il doit lui donner asile et protection. Le temps que le malheur passe, homme de Kabylie, ton cœur est grand. Voilà. Voilà. Donc, ces résistants kabyles sont pourtant des militants nationalistes, hein, pour l'indépendance de l'Algérie. Hein. Mais ils ne se sont pas dit, puisque les nazis dominent les Français, on va être du côté des plus forts des nazis. Ils se sont dit, on va être du côté de la justice, de l'humanisme. Tout ce qui est injuste est en dehors de nos valeurs kabyles. C'est ce que se sont dit donc ces résistants kabyles, c'est ce que je raconte un peu dans le détail, je raconte comment la réunion a eu lieu, etc. Et donc, malgré les réticences de certains qui rappellent un peu des périodes historiques un peu noires de l'Afrique du Nord, il y a beaucoup de plongées historiques dans le livre aussi. Ils vont donc risquer leur vie pour sauver des enfants juifs. Et les 2 enfants donc recueillent Mathilde et Ithri finiront par partir en Afrique du Nord, à Alger plus précisément, où ils seront un peu plus en sûreté. Oui. Il ne faut pas tout raconter, laisse un peu le suspense. Oui, je raconte pas tout. Non. Et finalement, celui qui a écrit ce tract, qui a rédigé le tract en kabyle, a été assassiné de 2 balles dans la tête. C'est lui, enfin, qui l'a écrit, non, c'est une écriture collective, mais lui, il l'a rédigé. Oui, il sera assassiné. Là, on ne va pas dire comment il sera assassiné, etc. Voilà. La Gestapo s'est rendu compte que c'est lui qui était l'auteur de... Oui, il y a presque 200 pages, donc on ne peut pas tout dire, mais effectivement, il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a aussi des... De l'amour aussi. Il y a de l'amour, bien sûr, hein, puisque Mathilde et Ithri s'aiment d'un amour fou, il y a aussi d'autres amours dans le roman, mais il y a aussi les ambiances parisiennes. Hein. Il y a le Cheikh Azwa, que certains diront que c'est le Cheikh Al-Hasnaoui qui est là, qui est avec les résistants kabyles, il est heureux avec eux, et ils boivent un verre ensemble. Il y a aussi les descriptions de la Kabylie des années 30, des années 40. C'est une période qui n'est pas connue aujourd'hui, c'est une période difficile, mais c'est une période où il y avait aussi de vraies valeurs de générosité, de solidarité. Il y avait des traditions qui, malheureusement, pour quelques-unes d'entre elles, n'existent plus aujourd'hui. Voilà, on pourra en parler dans le débat. Voilà, donc
je ne vais pas parler beaucoup parce que je sais que certainement vous avez des questions ou bien des remarques à faire sur le livre pour ceux qui l'ont lu en tout cas. Voilà, donc voilà un peu sommairement qu'est-ce qu'il y a dans le livre. Je vous donne la parole et je reviendrai si vous avez des choses à me demander. Voilà, merci. Beaucoup de Kabyles disent aujourd'hui un tel mot de la langue kabyle est issu de l'arabe. Généralement, ce n'est pas vrai, hein, parce que la langue kabyle est beaucoup plus ancienne que la langue arabe. Hein. Oui. Donc, c'est plutôt l'inverse. La langue arabe a pris beaucoup de mots, des langues qui lui sont plus anciennes que la langue arabe elle-même. C'est le cas du sumérien, de l'hébreu, c'est l'histoire de la Kabylie. Hein. Donc, je décrivais donc la Kabylie lorsqu'elle était, on va dire, indépendante, autonome, parce que beaucoup de gens croient que la Kabylie n'a jamais vécu toute seule. Hein. Donc toute l'Algérie a été occupée. La Kabylie ne devient vraiment française qu'à partir du mois de janvier 1872. Non, 1857, c'est la défaite de Fadman Soumer. Mais il va y avoir la grande révolte de 1871 qui ne va s'estomper qu'en mois de janvier 1872. Et donc je raconte d'ailleurs dans le livre, c'est un roman mais il y a des plongées dans l'histoire. Hein. Donc les Kabyles, se savant menacés par le colonialisme français, se préparaient à la guerre. Ils savaient que la guerre était inévitable. Hein. Et donc ils punissaient tout Kabyle qui avait les moyens d'acheter un fusil, qui n'achetait pas de fusil. Mais celui qui avait les moyens. Voilà. Donc la Kabylie, à ce moment-là, se dirigeait par le système de confédération de manière totalement démocratique, puisque les chefs des confédérations, des villages entre eux, étaient réélus chaque année. Chaque année, les chefs des confédérations étaient réélus. La Kabylie n'a jamais connu de pouvoir autoritaire qui s'impose par la force ou par une quelconque qualité de quelqu'un ou d'un autre. C'est toujours des élections. C'est le système de Tejmath qui, heureusement, reste encore valable dans certaines régions, dans certains villages. Donc, c'est un système dont on peut apprendre encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Il n'y a pas lieu d'aller chercher ailleurs ce que la Kabylie a déjà. Oui, Mohamed. Alors, une autre question, après je laisse la parole au public. Le seul médecin de toute la région, basé à Tifra, un village situé dans la zone basse des collines de la Kradou, diagnostiqua une méchante spondylarthrite. Je l'ai bien dit Oui, spondylarthrite, oui. Ankylosante. Est-ce que tu parlais de ce qu'on appelle communément tribetoiris, le guérisseur? Non, c'est pas lui. Le guérisseur ne pouvait pas soigner les rhumatismes. Il soignait plutôt, on va dire, quand on avait un accident, c'est des fractures. Oui. Mais le médecin de Tifra a réellement existé. Quand je disais il y avait des choses qui existent réellement, il a réellement existé. C'est l'un des tout premiers médecins au début des années, je pense, 20. Hein, ces résistants, pour certains, étaient probablement pratiquants musulmans, mais pour d'autres, non. Hein. Pour la quasi-majorité, ils n'étaient pas pratiquants. Hein. C'était des résistants, ils étaient plutôt communisants. Hein. Bon. Ils ont travaillé avec le Cheikh Ben Rabrit, parce que le Cheikh Ben Rabrit, il leur a fait confiance. Le Cheikh Ben Rabrit a beaucoup fait aussi. Hein. C'est un religieux, mais c'est un religieux qui avait une vie spirituelle, qui écrivait des poésies, qui aimait le théâtre, qui aimait la musique. C'est lui qui va sauver un grand chanteur algérien de confession judaïque, Selim Hallali. Selim Hallali est juif. Sa sœur n'a pas échappé au rafle. Elle est morte dans les camps, pauvre à elle, paix à son âme. Mais lui, il a échappé au rafle parce que le Cheikh Ben Rabrit lui a fait des papiers attestant qu'il est musulman. Et à partir de ce moment-là, il se produisait, il chantait même à l'intérieur de la mosquée de Paris. Ça, c'est des vérités historiques. Hein. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir le témoignage concret de Salim Hallali, parce que Salim Hallali est mort, paix à son âme, à Nice,
en 2005, mais semble-t-il, vers la fin de sa vie, il avait eu Alzheimer, donc il avait un peu perdu sa mémoire. Voilà. Non, est donné en Israël par une institution qui s'appelle le Yad Vashem, mais pour qu'on donne ce titre, il faut vraiment des preuves solides. Et jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'y a aucun musulman qui a été honoré de ce titre de juste. Effectivement, cette question des résistants kabyles a soulevé l'intérêt du Yad Vashem, mais malheureusement, les personnes qui peuvent témoigner ne sont plus de ce monde, mis à part, semble-t-il, une femme qui vit aux États-Unis, qui est une juive roumaine et qui a transité par la mosquée de Paris. Qui, elle, en revanche, elle est universitaire, elle en parle, elle a écrit des articles sur le sujet en anglais, mais je pense que le Yad Vashem ne l'a pas interrogée. Mais peut-être que je me trompe aussi, hein, je ne suis pas très au courant. Mais une chose est sûre, il n'y a aucun Kabyle qui a eu ce titre de juste. Je pense que ce titre de juste, il peut avoir sa signification, mais moi, en restituant cette histoire, c'est juste pour la mémoire humaine, la mémoire de gens qui ont essayé d'être à la hauteur d'eux-mêmes, à la hauteur des valeurs kabyles de solidarité et de générosité. Ce n'est pas pour un quelconque titre ou ce n'est pas pour un quelconque... Je disais malheureusement, les gens, par exemple, Deli Berkani a interviewé Jacques Assouline qui lui raconte dans le documentaire qu'il a transité par la mosquée de Paris et qu'il a vu beaucoup d'enfants sauvés par la mosquée de Paris. Mais Jacques Assouline n'est plus de ce monde. Donc quand le documentaire était là, et quand les gens étaient encore vivants, ni Yad Vashem, ni personne n'a cherché à savoir, apporter les preuves concrètes que cette action de résistance a bien existé. Et donc pour l'instant, le Yad Vashem dit qu'il n'a pas de preuves concrètes et solides pour donner ce titre de juste. Oui, c'est une parente éloignée du Cheikh Ben Rabrit, hein, parce que Ben Rabrit, Qadour Ben Rabrit, qui est le recteur de la mosquée de Paris, est né à Sidi Bel Abbès, hein, dans l'ouest algérien. Mais il a vécu au Maroc, il a vécu à Alger, il a vécu à Paris. Et il a eu les nationalités et marocaines et françaises. Pour l'histoire, c'est grâce au Cheikh Ben Rabrit qu'on a construit la mosquée de Paris, qui a été donc inaugurée en 1926, mais avec l'accord de l'État français, qui voulait ainsi témoigner sa reconnaissance aux dizaines de milliers de victimes nord-africaines de la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc l'État français a voulu rendre hommage à ces gens-là qui, à cette époque-là, on disait que c'était des musulmans. Voilà. Même si auparavant, on disait plutôt qu'ils étaient kabyles, parce que la quasi-majorité d'entre eux étaient des kabyles. Les premiers nord-africains à venir en France, ce sont les Kabyles, et les premiers Kabyles qui viennent en France viennent à partir de 1800. Certains historiens disent qu'ils arrivent à partir de 1880, et ça se comprend, parce que donc je disais, la guerre se termine en janvier 72, et donc les Kabyles sont acculés à faire avec le système qui arrive, qui est là. En revanche, pour les années 1900, je peux vous dire que personnellement, je connais des gens qui sont venus à cette époque. J'ai moi-même un arrière-grand-père maternel qui est mort et qui a été enterré à Marseille en 1912. Et lui, il est arrivé en France en 1900. Il est arrivé à Marseille, il est revenu 2 ou 3 fois au pays, mais en 1912, il y a eu un hiver terrible. Il est mort avec son compagnon de tuberculose. Il a été enterré à Marseille. Tous les membres de sa famille ont racheté parce qu'ils étaient d'abord des clients de cet hôtel, et la vieille femme qui était patronne de l'hôtel
voyant un peu sa mort approcher, a proposé à ses fidèles clients de racheter l'hôtel. Ils ont vendu une parcelle de terrain en Kabylie, ils ont racheté l'hôtel en groupe, et plus tard, donc Hitler va indemniser ses cousins et il va devenir l'unique propriétaire de l'hôtel. L'immigration kabyle, l'immigration algérienne est très ancienne. Oui, mais ça c'est facile à expliquer, hein. C'est un antisémitisme, bien sûr, pour dire les choses crûment. Donc effectivement, pour plusieurs raisons, à un moment donné de l'histoire des pays entre guillemets musulmans, on a toujours vu d'un mauvais œil la présence juive, judaïque. Mais il faut savoir que les juifs sont très très anciens en Afrique du Nord. Absolument. Beaucoup de tribus berbères ont été judaïsées durant des siècles et des siècles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Imazirènes qui occupent toute Tamazra, donc les îles Canaries jusqu'en Égypte, ont eu pour religion d'abord le paganisme. Nous avons été longtemps païens, nous avons été juifs, nous avons été chrétiens avant les Européens. Nous sommes devenus, pour beaucoup d'entre nous, musulmans aujourd'hui, mais nous avons toujours eu des gens qui n'ont cru à aucune religion, et heureusement pour eux. Voilà. Hamid. Coexiste d'une manière, mais alors incroyable, parce que chez nous on dit je m'alimente. Tout à fait. Je jure sur toutes les religions. Après l'invasion française, il s'est passé un fait en 1870, les Juifs ont obtenu la citoyenneté française. Oui, c'est le décret Crémieux. Voilà, et c'est depuis que je pense que les Kabyles traitent un Juif de traître. C'est le fait d'avoir accepté de prendre la nationalité, de trahir nous, ses frères. Eux, ils avaient tous les droits et pas nous. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que le terme Oudey est devenu péjoratif. Ce que tu viens de dire, je le dis à travers la bouche d'un des personnages du livre, parce qu'avant d'écrire le tract, ils sont comme dans une réunion, comme nous sommes aujourd'hui, ils discutent et chacun donne son avis. Et effectivement, il y a quelqu'un parmi les résistants kabyles qui dit ce que tu dis, dit nous ont trahis, pourquoi on va les aider aujourd'hui. Mais après, il va changer d'avis parce que les autres vont le convaincre, ils vont lui dire que c'est d'abord une question d'humanisme, de justice, et que les religions n'ont rien à voir avec cela. Voilà. Oui, il reste encore quelques centaines de familles juives en Algérie. Quelques centaines. Oui, mais elles rasent des murs. Ils sont kabylisés aussi. Hein. Ça, c'est là, dans ce cas-là, ils seraient plus nombreux. Là, les kabylisés, elles sont devenues musulmanes aussi. On connaît des familles en Kabylie qui sont d'origine juive, bien sûr, mais elles ont perdu, en tout cas officiellement, de visu la pratique de la religion judaïque. Mais il y a à Alger, il y a des familles juives qui coexistent encore aujourd'hui malgré toutes les difficultés. Je connais des familles juives dans ma région. On ne sait pas s'ils pratiquent la religion, judaïsme ou bien musulman. Non, il y a des juifs, ils parlent kabyle, ils sont kabyles, ils envoient leurs enfants dans des écoles. La présence judaïque dans l'Antiquité était plus importante dans l'est du pays. Chez les Jorawa. Oui, merci. Comme Kaïna, elle était de religion judaïque, elle était judaïsée. Kosseila, Axil, la région des Aurès était judaïque. Alors moi, la question, elle est très simple. J'aimerais savoir, est-ce que dans tes lectures, tu as eu l'occasion de tomber sur des récits, des écrits de juifs qui parlent justement de ces résistants? Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Et je disais tout à l'heure, c'est une histoire qui a été presque oubliée depuis 1991, même s'il y a eu un film qui est passé dans une grande télévision nationale en France, FR3. Mais il faut savoir aussi que l'histoire, dans tous les pays du monde, est toujours utilisée un peu de manière politicienne. Il me semble, il se peut que je me trompe, que cette histoire de résistants kabyles qui seraient aussi musulmans pose un peu problème. On voudrait plutôt, dans certains cercles, maintenir un peu, malheureusement, le cercle de la haine. Je veux dire, il vaut mieux avoir des ennemis que de possibles passerelles d'amitié.
voilà. Hein. Mais je dis ça sous toute réserve parce que je ne connais pas l'avis de tout le monde. Hein. Je ne connais que les avis qui s'expriment. Donc, par exemple, je parlais tout à l'heure de Yad Vashem. Peut-être que si le Yad Vashem, il y a quelques années, voulait vraiment trouver un juste musulman, il aurait pu peut-être, je dis bien peut-être, hein, faire l'effort nécessaire pour le trouver. Mais ça, c'est des questions politiques. Moi, je ne suis pas un homme politique. Moi, je suis un homme libre. Je n'ai jamais été dans un parti politique, même si je suis engagé politiquement, mais je crois aux valeurs humaines, humanistes. Je crois aux valeurs de la justice, et pas seulement en Kabylie ou en Afrique du Nord, à travers le monde entier. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il y ait la paix partout, y compris en Israël et en Palestine. Voilà. Mais je n'ai aucun pouvoir pour que cela arrive du jour au lendemain, bien sûr. Je crois aux valeurs kabyles, mais je crois aux valeurs kabyles de l'amour, de la tolérance, de l'humanisme. Je ne crois pas aux valeurs kabyles par ethnie. Il y a des gens qui sont kabyles, qui sont dans le pouvoir algérien, que je n'aime pas beaucoup du tout. Mais bon, mais ça, c'est un autre débat. Je crois à la kabylie, aux valeurs kabyles. C'est ce que mes parents m'ont appris depuis toujours. Je veux dire, voilà. Voler, ce n'est pas bien, respecter les plus âgés, c'est toujours bien, pouvoir aider, c'est toujours bien. C'est des valeurs très simples, hein, qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés du monde, ceci dit, qui ne sont pas uniquement l'apanage ou la propriété de la société kabyle. Aujourd'hui, à nous, à nos chercheurs, de chercher notre histoire, de chercher notre vérité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. On n'a pas eu la chance d'avoir des historiens qui sont chez nous, qui font des recherches pour nous. Donc jusqu'à présent, nous lisons, nous voyons que l'histoire qui a été écrite par d'autres. Même jusqu'à l'histoire de Jugurtha, c'est les Romains qui l'ont écrite. Donc nous, on n'a pas cherché. Il y a encore de la documentation, j'en suis sûr, au niveau du Vatican, au niveau de... Il faut chercher. Il faudrait qu'il y ait des chercheurs berbères qui commencent un petit peu à s'intéresser d'une manière plus importante à notre histoire et à écrire sur notre méthodologie, la méthodologie berbère, parce qu'on a une méthodologie, les Grecs qui nous ont volé la méthodologie berbère. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, qu'on peut remettre sur le devant de la scène et expliquer aux berbères qui ne sont pas tombés du ciel. On vient de quelque part et que nous avons une histoire. Il y a énormément à faire. Le problème chez nos universitaires et nos diplômés en histoire, c'est que souvent ils deviennent des fonctionnaires, ils ont un poste, ils travaillent, mais ils ne font pas de recherche, et ils n'écrivent pas, ils ne publient pas, dans l'ensemble. Hein. Sinon, il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes en histoire. Mais c'est triste, mais enfin, j'espère que certains vont écrire. Des anthropologues, des sociologues, des historiens qui auraient fait leurs études ici en France, puissent un jour se pencher réellement sur la recherche. Ça commence, moi j'ai lu pas beaucoup, mais ça commence un petit peu à venir sur la méthodologie berbère. Il y a quelqu'un qui a commencé un petit peu à fouiller. Et c'est intéressant, mais bon, le problème il est là. Pour le moment, nous n'avons pas, que ce soit d'ailleurs au niveau des sciences sociales en Algérie, il n'y a pas de sens critique ni de sens de recherche. Il n'y a pas de recherche. D'ailleurs, il n'y a pas de recherche nulle part. Oui, c'est la réalité, c'est comme ça. C'est malheureusement le système éducatif. Ils sont des obéissants, pas des critiquants. Donc, oui, mais ça, c'est les faiblesses du système scolaire et universitaire algérien. Mais je ne crois pas que ce soit en relation étroite avec la langue arabe. Hein. Non. Toutes les langues du monde se valent et toutes les langues peuvent être objectives et faire du bon boulot. Hein. Les Mozabites, ont réussi à restituer de larges pans de l'histoire de l'Afrique du Nord et ils l'ont écrite en langue arabe. Oui, bien sûr. Non, il ne faut pas, à mon avis, à mon humble avis, hein, faire venir l'idéologie ou le fait que les pouvoirs en Afrique du Nord soient autoritaires pour dénigrer une langue. Les langues ne sont pas responsables de ce qu'on leur fait faire. Et si on revient au cas Algérie, les plus grands arabisants et ceux qui ont incité à l'arabisation, ce sont des Kabyles. Alors, voilà. Oui. Est-ce
qu'il y aura une suite à ton livre? Ah, c'est sympa comme question. Ben, je ne sais pas. Hein. Franchement, je ne sais pas parce que moi, j'ai déjà écrit beaucoup de livres. Moi, je suis passionné d'écriture. C'est mon 15e livre. Je n'ai pas encore vu, hein, mais l'histoire, déjà, je vais le prendre aujourd'hui. C'est ça, des réalisateurs qui viennent te voir pour. Ah bah oui, bien. Je ne vais pas dire non. Hein. C'est sorti chez un éditeur hein, qui s'appelle Forge Édition. Et donc, dans le contrat que j'ai signé, il y a déjà les modalités pour un scénario, pour une adaptation en film, en théâtre, ou tout ce qu'on veut. Hein. Mais effectivement, tel que c'est écrit, c'est presque déjà un scénario. Hein. Ça peut être filmé tout de suite. Et je vais vous raconter une anecdote. J'habite dans le 9e arrondissement de Paris. Et une femme de confession judaïque a eu par hasard mon bouquin et il a lu. Elle est venue, elle m'a fait des félicitations incroyables. Elle s'est retrouvée, son père que j'ai connu, qui est mort il y a 2 ans, c'est un grand résistant. Elle m'a dit, ce livre, il est sombre, mais il est lumineux. Et elle m'a dit, tous les personnages qu'il y a dans le livre, malgré toute la misère, toute la difficulté, toute la peur, vivent dans une forme de plénitude. Voilà. C'est un peu la satisfaction d'un écrivain, hein, d'un romancier. Et je lui ai rien demandé. Hein. C'est elle qui est venue toute seule. Hein. Je lui ai même pas. Oui, effectivement, je ne l'avais pas dit dans ma présentation du livre. Et Ithri vit avec Mathilde. C'est une Française, mais il a une femme aussi qu'il aime, Mradi, qui vit en Kabylie. Et à cette époque-là, beaucoup de leaders un peu nationalistes, kabyles algériens, vivaient avec des Françaises, et souvent ces Françaises savaient que leur homme avait une femme en Kabylie aussi. Sans être des leaders Ben, oui, je disais, enfin, pas forcément leaders, bien sûr, mais je veux dire, les gens qui avaient les moyens de vivre avec une Française. Mais vous avez raison. C'est la sociologie. Tout à fait, vous avez raison. Alors, quand Achille s'est suicidé, c'est Mradi. Il écrivait, c'est le néant qui nous guette tous, c'est le néant qui nous aura, tôt ou tard. Se démener, se faire voir, tricher à droite, à gauche, n'avance rien. Immobile et pourtant voyageur assassin, le temps nous ignore, il ne peut nous comprendre, nous aussi, nous ne le comprenons pas. Immobile et pourtant voyageur assassin, le temps nous ignore, il écrase à jamais nos souhaits, nous reste alors dans les rivières de la mémoire que ce petit instant d'harmonie, arraché à la folie de l'existence, arraché à la détresse quotidienne. C'est un poème que fait Mradi, parce que Oui. Mradi, la femme d'Ithri qui est au pays, est une poétesse, elle écrit des poésies. Donc j'ai mis des poésies de cette femme-là. Voilà. Merci. Merci à vous tous, le livre il est là, je peux faire des dédicaces pour celles et ceux qui le veulent. Merci. Voilà. Ah, remis la... J'ai une effet de ce travail. Ah bah oui. On va se débrouiller. Hein.